Bonjour, je suis Margaret Jackson, la directrice du Centre Freda, l'école de criminologie de l'Université de Simon Fraser. La docteure Sarah Josic, qui est la directrice adjointe du Centre Freda, va m'assister aujourd'hui et il y a aussi les personnes du laboratoire d'innovation civique. Avant de commencer, nous souhaiterions reconnaître respectueusement que l'Université Simon Fraser se trouve sur un territoire non cédé, le territoire Salish du territoire, les territoires traditionnels de la Squamish, Tsleil-Waututh, Musqueam, Kwetli, Semiahmoo et Katsi. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous présenter notre webinaire aujourd'hui sur la violence sexiste dans un cadre rural et dans les établissements éloignés avec les difficultés de service et les différents défis. Ceci fait partie d'une série de webinaires et de résumés d'apprentissage qui sont financés par l'Agence de la santé publique du Canada et qui est en partenariat avec les centres d'alliance dans le Canada pour soutenir la santé des survivantes de la violence conjugale au niveau des procédures juridiques, au niveau du droit de la famille. Ce sont nos projets. Aujourd'hui, nous avons deux présentatrices, la Dr Danielle Bader et la Dr Jacqueline Holler. Elles parleront chacune pendant à peu près 25 minutes et ensuite il y aura une séance de questions. Les questions seront inscrites dans la boîte de clavardage. Et ensuite, nous allons bientôt surveiller les questions. C'est le docteur Yatsich qui fera ceci. La séance est bien enregistrée. Il y aura aussi des transcriptions de fait. Je vais donc commencer maintenant et je vais vous présenter le docteur Danielle Bader. Elle est analyste de recherche à la division de l'analyse de la santé de statistique de Canada. Elle a obtenu un doctorat en criminologie sociologique et une maîtrise en criminologie et en politique de justice pénale de l'Université de Guelph. Dans sa thèse, elle a utilisé un modèle de recherche qualitative pour comprendre les expériences des femmes en matière de violence conjugale dans les collectivités non urbaines de l'Ontario et les perspectives des fournisseurs de services qui soutiennent les personnes et les familles. Je vous donne la parole, Dr. Bader. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Voilà. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais reconnaître que je suis à Ottawa, en Ontario, dans le territoire non cédé des peuples algonquins et Anishinaabe qui se sont occupés de ces territoires depuis des millénaires. Je suis très honoré d'être invité aujourd'hui pour présenter les recherches que j'ai faites pour l'Université de Guelph. J'ai présenté ma thèse il y a à peu près un an. Donc, c'était vraiment un travail de cœur et je dois vous dire que cette recherche n'a rien à voir avec le travail que je fais en ce moment chez Statistique Canada et je ne représente pas non plus cette agence. Voici un petit aperçu de ce que je vais voir aujourd'hui. Nous allons commencer à parler du contexte de recherche, ensuite du cadre théorique qui a été utilisé. Ensuite, il y aura les questions de recherche et la méthodologie qui m'a mené. Je vais vous présenter ensuite les résultats et les différentes implications. Nous allons aussi reconnaître les limites et nous allons mettre en avant certaines des contributions de mon travail et nous allons aussi donner des idées pour les recherches futures. Mon rôle en tant que chercheur adjointe sur l'initiative de la violence conjugale avec les défis et le reste, c'est là où j'étais impliquée avec des femmes des régions non urbaines qui sont impliquées dans la violence conjugale. Le 22 décembre
2015, une personne a tué plusieurs personnes. Ces femmes ont été tuées en moins de 2 heures dans l'Ontario rural. Il y a aussi, donc, ces femmes ont attiré l'attention politique et donc en 2016, le gouvernement provincial a donné 2 millions de dollars sur 2 ans. S'ils ont appelé le financement rural de réalité, c'était pour faire face à la violence sexiste, et surtout de donner des dispositions. Il y a peu de services dans les zones urbaines en Ontario et rurales. Pas eu de possibilité de parole pendant 70 ans et c'était pour 2 homicides directs et 2 homicides involontaires. Ceci vous montre combien l'environnement géographique contribue à l'accroissement des risques de violence conjugale et des homicides dans les communautés rurales et l'importance de prendre en compte les données géographiques pour entourer ces femmes. Ma recherche parle de pluralisme au niveau du cadre. Cela regroupe différentes disciplines comme la sociologie, les études féminines, la géographie, pour montrer combien la violence entre les partenaires est interactionnelle et aussi en fonction de la géographie, que ceci a des conséquences. Je vais donc vous parler pas complètement de la thèse, mais j'ai développé un petit peu ce graphique qui pourra vous donner une idée du travail que j'ai fait. Pour la première étude, j'ai utilisé cette géographie émotionnelle pour voir comment les femmes se sentent et les sentiments de détresse, pour voir si c'est connecté avec des centres non urbains. Donc, cette géographie émotionnelle tente de comprendre comment les sentiments internes sont exprimés à l'extérieur et combien cela influence les comportements humains et les interactions dans les relations. Et aussi comment les émotions sont des constituants et combien elles sont influencées par l'environnement géographique et social. Donc, par exemple, si une femme doit faire un contourner pendant 10 minutes pour éviter un endroit où il y a eu un événement de violence. Pour le deuxième document sur lequel j'ai travaillé, j'ai utilisé l'intersectionnalité et l'écologie sociale pour étudier aussi l'influence de la géographie émotionnelle au niveau de la violence et les différentes stratégies à mettre en œuvre. L'intersectionnalité donc étudie ceci et les différentes identités sociales et cela donne différentes positions de privilège et d'oppression et ce qui donnera un petit peu une direction pour la vie de la femme. Ensuite, au niveau des facteurs à niveau multiple, par exemple le système miso, exo, macro de l'environnement, tout ceci contribue à ce phénomène social complexe comme la violence conjugale entre les partenaires. Le contexte contribue à ce problème social alors qu'on ne se concentre pas sur les données elles-mêmes. L'écologie sociale, c'est pour étudier combien l'environnement non urbain influence les défis et aussi cela nous permet d'élaborer des plans de sécurité. Concernant les questions de recherche qui ont dirigé mon étude, comment est-ce que les femmes des zones non urbaines qui sont exposées à la violence entre les partenaires peuvent être en sécurité? Comment est-ce que les femmes peuvent se protéger de la violence perpétrée par un partenaire intime dans une zone non urbaine? Et quels sont les défis pour trouver des services et des prestataires de services et pour établir des plans de sécurité quand nous vivons dans ces communautés non urbaines? Et comment est-ce que les femmes et les perspectives des prestataires de services s'alignent? Ce travail a été rassemblé à l'est de l'Ontario et au nord. J'ai fait des entretiens de femmes blanches de Premières Nations et autres, des femmes qui vivent dans ces communautés qui font face à la violence intime. Nous avons eu des conversations informelles avec les prestataires de services pour en savoir un petit peu plus sur les femmes et les communautés avec lesquelles ils travaillent. Voici des échantillonnages de femmes avec qui j'ai eu des entretiens. Certaines s'identifiaient blanches et d'autres. La plupart étaient blanches. La plupart étaient entre l'âge de 55 ans et 45 ans, mais elles allaient de 19 à 64 ans.
La plupart des femmes avaient des enfants, mais elles n'avaient pas toujours les enfants à leur charge. Il y avait à peu près 2 tiers des femmes des Premières Nations dont les enfants avaient été appréhendés, alors que les femmes blanches, très souvent, avaient leurs enfants en garde. Et elles avaient aussi complété leur éducation secondaire. Au niveau des premières et des deuxièmes questions de recherche, en sus de cela, j'ai établi des entretiens semi-structurés par téléphone pour élaborer des plans de sécurité avec les prestataires de services. Nous avons travaillé sur différents secteurs, les dépendances, la violence, les organisations autochtones, et c'est à peu près tout. Ils ont différentes expériences entre 1 et 31 ans. Donc, ces différents entretiens étaient utilisés avec les questions de la recherche. Et pour répondre à la troisième question, j'ai utilisé des entretiens faits avec les femmes, mais aussi avec les prestataires de services. Pour répondre à vos questions de recherche et concernant les constatations, la sécurité est un concept multidimensionnel qui comprend des données sociales, mentales, émotionnelles et culturelles. Quand on demandait aux femmes pourquoi elles se sentent en sécurité, cela le reflétait. La compréhension multidimensionnelle de Nana disait: «Je me sens rarement en sécurité, mais ma famille et moi-même, nous sommes allés en Floride cet été. Puisque je ne connais personne là-bas, je me sentais en sécurité et je marchais de façon plus légère. Je me sentais plus légère de façon générale. J'étais plus heureuse, je pouvais respirer, il y avait moins à mon esprit.» Et ensuite, Joanne a dit: «La sécurité, c'est quand vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez, aimé, vous vous sentez protecté, vous vous sentez en sécurité. Vous n'avez pas besoin de vous faire du souci et que vous avez peut-être du soutien en donnant un coup de téléphone, que c'est important pour avancer.» Ensuite, nous voyons les réponses données par les femmes des Premières Nations qui diffèrent. Par exemple, je le dis, d'être avec mes enfants et à la maison, cela vous permet d'aller de l'avant quand, les choses ne vont pas bien. Souvent, il me donne juste un câlin en disant: «Je t'aime.» Et ensuite, Mary dit ceci: «Je commence à voir un petit peu mieux et à demander de l'aide.» Par exemple, ce matin, il y avait une travailleuse des services à l'enfance et à la famille qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit: «J'ai un repas et des collations pour les enfants.» J'ai dit: «Oui, super, mais je me demande si mes enfants ne vont pas m'être pris puisque je ne peux les nourrir.» Donc, en principe, on insiste plus sur la sécurité des femmes et l'élaboration d'un plan de sécurité quand les prestataires de services sont au courant des normes habituelles de pratique et qu'ils puissent avoir des approches concernant la planification de la sécurité. Ces conversations sont importantes puisque les outils qui sont utilisés en ligne et aussi utilisés par les centres d'hébergement, tout ceci a été conceptualisé dans la recherche. Et donc, on se concentre plus particulièrement sur les agressions physiques. De ce fait, les dispositions adressent un éventail plutôt de risques auxquels peuvent être confrontées les femmes. Pour répondre à la deuxième question, les femmes utilisent des stratégies pour réduire le danger physique et ceci est en corrélation avec la première question de la recherche. Par exemple, une femme a dit qu'elle avait acheté quelque chose pour créer une deuxième sortie. Une autre femme avait retiré les armes en ayant peur que la police vienne. Une autre femme a utilisé un autre verrou à l'intérieur pour que l'agresseur ne puisse rentrer. De ce fait, les réponses des femmes sont en correspondance avec les attaques armées des hommes. La façon dont les femmes réagissent à la violence, c'est combien le partenaire aussi agit, et en fonction de la loi et de leur compréhension. Les constatations s'appuient sur une approche mentale, physique, financière et sur le bien-être financier aussi et culturel. Ensuite, les stratégies utilisées par les femmes pour répondre à la violence des hommes sont souvent influencées par le contexte environnemental dans lequel elles vivent. De ce fait, souvent, les femmes utilisent des stratégies personnelles. Ce sont par exemple de manger, plague eating, pour s'assurer que
la personne violente soit assez satisfaite, par exemple, il aura un repas chaud quand il rentre du travail, de s'assurer que la maison soit propre, par exemple. Il y a aussi la résistance. Dans ce cas-là, ce n'est pas une réplique physique ou une riposte. Dans certains cas, non, quand elles vont se défendre. Et ceci est dû aux services qui sont plutôt limités et aussi aux transports qui sont limités en zone non urbaine. Pour vous décrire un petit peu des situations extrêmement difficiles ici, je peux vous dire que Candice dit qu'elle se sent seule et complètement pour se protéger elle-même et ses enfants. Quand vous avez un partenaire violent, vous ne vous sentez même pas en sécurité chez vous. Vous pouvez toujours parler à quelqu'un, mais ils sont peut-être à 1 heure de route d'ici et vous ne pouvez jamais vous éloigner pendant une nuit. Donc, vous ne pouvez pas vous assurer que tout soit vraiment calme jusqu'au lendemain. Le fait qu'il n'y a pas assez de services et de transports qui sont offerts dans des zones non urbaines, cela fait que les femmes sont plus en difficulté, pour les femmes surtout qui vivent avec la violence intime. Et pour pouvoir gérer un petit peu mieux les risques avec cette pensée néolibérale, ceci est une stratégie passive utilisée par le gouvernement. mm, Concernant les inégalités des femmes quand elles font face à la violence par un partenaire intime. Ensuite, pour répondre à la troisième question de la recherche, les prestataires de services font de leur mieux, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens. Par exemple, il n'y a pas un revenu au niveau de l'accès pour des logements modérés ou aussi, par exemple, le transport. Tout cela rend la planification pour la sécurité difficile. Voici ce qu'a dit un prestataire de service. Nous essayons de fournir des ressources pour la sécurité, même avant de faire le travail clinique, hein. Nous avons de nombreux problèmes de ressources et je pense qu'en grande partie, ce que nous devons faire pour fournir la sécurité dans les femmes de ces communautés, on en revient toujours que si on ne peut pas permettre aux personnes de répondre à leurs besoins primaires, dans ces cas-là, de prévoir la sécurité, c'est extrêmement difficile. Il est donc vraiment très important de répondre à ses besoins primaires, de subvenir à ses besoins pour que les femmes puissent aussi se concentrer sur la résolution de leurs problèmes, comme la violence à la maison. Les prestataires de services peuvent par exemple donner des cartes cadeaux pour l'épicerie ou pour l'essence, mais ce sont des solutions à court terme. De ce fait, ils se sentent impuissants, surtout en fonction des situations. Certaines fois, ils optaient pour différentes options, mais les femmes étaient toujours en danger. Les prestataires de services parlent aussi du système judiciaire qui compromet la sécurité des femmes. Par exemple, l'intervention flouée des ordonnances de retreinte ou des ordonnances de garder la paix, par exemple, des appréhensions d'enfants. De ce fait, les juges de la paix minimisent les expériences des femmes. Quelquefois, on pointe le doigt sur eux, on les accuse de la violence en fonction de leur comportement. Un prestataire de service nous a dit, la juge de paix était une femme, elle laissait tout le monde partir. Elle dit, ah oui, je vous vois, votre femme fait une grosse histoire, donc on va juste vous reprendre vos revolvers et vous ne restez loin d'elle et vous allez travailler là-dessus. Non, ce n'est pas correctement. Et la police, non, aussi le prend à la légère. Et finalement, elles doivent gérer la terreur et tout ce qui vient avec. De ce fait, les juges sont peut-être appréhensifs quant à leur intervention dans la violence entre les intimes, puisque c'est considéré comme un fait privé. Mais il y a bien sûr les problèmes de domination dans la famille. Cette constatation nous préoccupe, hein, puisque les interactions des femmes avec la police et au tribunal a des répercussions sur la façon dont elles percevront les interventions possibles à l'avenir. Bien sûr, au niveau de la mobilité des services, il y a quelquefois des centres de crise et des interventions dans ces communautés. Et c'est un point de contact pour ces femmes dans les communautés nordiques, hein, pour les femmes
qui sont confrontées à la violence à la maison. Je vais terminer avec la dernière question. Il y avait certains points spécifiques concernant l'accord des femmes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Elles font face à plus de difficultés. Nombre des femmes vivent vraiment dans la pauvreté. Elles ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Certaines n'avaient pas de téléphone mobile ni d'accès à l'Internet. Ces femmes dans ces communautés non urbaine est souvent associée à la vie dans la pauvreté. Donc, très souvent, lors de nos entretiens avec les femmes et les prestataires de services, nous parlions de stratégies pour réduire la pauvreté dans des zones rurales, surtout pour les femmes qui ont besoin de protection. Les entretiens avec ces deux groupes ont mis en lumière que l'isolation géographique est un problème essentiel pour pouvoir accéder aux services essentiels. Ceci est une donnée probante de l'intersectionnalité. Il y a différentes politiques et pratiques avec des répercussions qui augmentent encore les inégalités entre les communautés urbaines et non urbaines. Bien sûr, la densité de la population est moindre. En revanche, les services sociaux sont plus importants pour ces zones rurales. Ces modèles reflète les besoins de financement en fonction du contexte géographique et en fonction du fonctionnement des agences qui vont les desservir. Quelquefois, ils ferment de ce fait les services qui desservent moins de personnes pour les réouvrir dans les villes. Le gouvernement doit vraiment faire une équivalence entre la distance et les dollars pour améliorer les services dans les zones urbaines et pour ces femmes. En finale, les femmes et les prestataires de services parlent des interactions non satisfaisantes avec la police. C'est particulièrement le cas pour les femmes des Premières Nations. Tout d'abord, les femmes se sentaient protégées par la police, mais c'était très court. Et ensuite, les femmes étaient responsables de leur propre sécurité. Pour certaines des femmes, surtout les femmes des Premières Nations, de ce fait, elles évitent même d'appeler la police. Mes constatations donc soutiennent encore cette importance d'allouer des dollars à la prévention pour les femmes et les enfants et qu'ils puissent bénéficier des services sociaux plutôt que des services de police. En dernier point, il y avait quelques désaccords entre les femmes et les prestataires de services. Les femmes dans cette étude disent que les armes étaient utilisées pour les intimider. Il y avait aussi une conversation avec les prestataires de services concernant les armes. La raison de cet écart, c'est que peut-être ces zones urbaines sont associées avec une culture positive des armes. Les gens sont des chasseurs. Ils ne pensent pas que quelqu'un qui soit violent vont utiliser ses armes contre lui. Quelquefois, elles ont seulement peur de dire qu'il y avait une arme impliquée dans les violences auxquelles elles ont été soumises. De ce fait, pour les planifications de sécurité dans les zones non urbaines, il est peut-être important d'éduquer les femmes concernant les risques d'avoir des armes à la maison et aussi des stratégies pour retarder l'utilisation de l'arme, par exemple, d'entreposer les munitions ailleurs, d'avoir un verrou sur l'arme ou autre. Et en finale, au point de vue historique, concernant la colonisation et bien sûr les répercussions de celle-ci sur les femmes des Premières Nations est évidente et ceci se manifeste par une pauvreté extrême, le retrait de leurs enfants, une moindre éducation, la dépendance financière par rapport à la personne violente, les difficultés à subvenir à leurs besoins, les problèmes de traumatisme complexe et de dépendance. La colonisation est rarement prise en compte ou reconnue par les prestataires de services, mais la raison c'est que aucun d'entre eux ne s'identifie en tant qu'autochtone. Cependant, c'est un problème puisque les services sociaux pour les femmes subissant la violence
ne peut être toujours fourni par des personnes occidentales qui ont une perspective du monde occidental, alors qu'une personne autochtone a une vision plus collective. De ce fait, ceci affecte la perspective de la femme et de toute la communauté. De ce fait, les planifications qui se concentrent sur la femme sont en fait inappropriées probablement pour les femmes autochtones dues à ces différences de perspective. Il doit y avoir plus une meilleure information des prestataires de services afin qu'ils soient bien renseignés sur les cultures des autochtones. Je voudrais maintenant reconnaître certaines des limites. Tout d'abord, la plupart des femmes de cette étude étaient blanches. Les femmes des Premières Nations étaient surreprésentées par rapport au site. Ensuite, certaines populations ne sont pas représentées, plus particulièrement des femmes propriétaires de fermes, plus particulièrement, ou des femmes qui s'identifient en tant que membres de communautés religieuses. Elles auraient une expérience dite autre. Ces constatations reposent sur un petit échantillonnage de prestataires de services, de personnes qui ont beaucoup trop de travail et pas assez de moyens. Et aussi la représentation au niveau du système juridique. Nous savons qu'il y avait une augmentation des cas de violence pendant la COVID et que c'était une crise dans l'ombre au niveau de la violence conjugale. Et en final, il n'y a pas de représentation des euh, représentants juridiques. Et ceci aurait peut-être influencé les données probantes que nous avons trouvées. Concernant les limites, oui, il y en a, mais les contributions sont importantes de ma recherche, surtout au niveau d'un contexte canadien. Voici le modèle social et écologique qui a été développé par Hayes en 1998. Ceci est souvent utilisé pour expliquer la violence conjugale. Et ceci aussi j'ai utilisé ceci pour prendre en compte la géographie. Ma recherche montre que la géographie interfère avec tous les facteurs de risque, hein. Donc, ce diagramme est mieux pour représenter la façon dont les femmes sont plus isolées dans les zones non urbaines et aussi qu'il y a une moindre réponse des prestataires de services dans ces zones rurales. Si vous considérez le scénario suivant, une femme voudrait quitter la personne qui l'abuse. Elle a un travail peu payé et elle n'a pas assez d'argent pour vivre par elle-même avec ses deux enfants. On doit l'amener pour travailler. Les propriétaires font des coûts. Elle se met sur la liste d'attente pour obtenir un loyer subventionné. Cela peut prendre plusieurs années. Le seul endroit où elle puisse se rendre, c'est le centre d'hébergement. Mais pourtant, c'est trop loin pour que ses enfants restent à l'école et afin qu'elle puisse se rendre au travail de chaque jour. La personne qui le violente est sous l'influence de la dépendance des drogues et même s'il n'a pas le droit d'avoir des armes, ces armes sont chez ses parents pas très loin d'ici. Donc, dans ce cas, la femme au niveau socio-économique est située ici. Et au niveau des autres facteurs, elle est au niveau du système EXO, par exemple, au niveau du marché, du logement et de l'économie locale. Et ceci qui rend la fuite très difficile. Je voudrais ajouter cette réserve que, bien sûr, la séparation n'est pas toujours la meilleure option de sécurité pour les femmes. Voici aussi d'autres contributions par ma recherche. J'ai élaboré cette compréhension spatiale concernant la détresse et la sécurité pour les femmes qui vivent dans les communautés non urbaines et qui font face à la violence entre les partenaires intimes. Et aussi, c'est les recherches pour améliorer la sécurité des femmes et l'amélioration des prestations de services. Cependant, j'ai développé une compréhension théorique des stratégies des femmes en fonction de leur sécurité et des défis de service pour établir les plans et en fait de démontrer l'importance d'incorporer ces données géographiques au niveau des expériences.
En général, ma recherche prouve le besoin d'avoir une analyse fondée sur le milieu pour comprendre comment la géographie est incrustée dans les vies des femmes et plus spécifiquement, la recherche de l'avenir concernant la violence conjugale et la géographie devrait employer des cas théoriques pour placer la géographie au fond de l'analyse. Et on a aussi besoin de faire de la recherche qui souligne les différences dans un continuum de différents types de milieux non urbains, ruraux, éloignés, septentrionels. Et finalement, les études doivent étudier comment la géographie est en intersection avec de différents groupes marginalisés de femmes pour comprendre leur expérience spéciale, comment elles réagissent, comment on réagit à elles lors de la divulgation et comment elles se protègent des hommes agresseurs. Donc ici, on a une citation d'une femme qui parle de comprendre de façon holistique la sécurité. Je voudrais vous inviter à le lire en silence toute seule. C'est écrit, les personnes doivent reconnaître que l'agression verbale et émotionnelle est 10 fois pire que la physique et on peut se débarrasser d'une ecchymose, mais on ne peut pas se débarrasser d'une image mentale. Non, ça peut être aussi fort que maintenant en ce moment, mais chaque fois, je peux être forte, mais je peux aller dormir et qu'est-ce qui me vient en tête? La merde de l'agression mentale. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci beaucoup, le docteur Bader. C'est tellement important d'avoir saisi les voix des femmes et leur expérience tant des femmes et des fournisseurs de services. Et je pense que ceci a énormément de valeur pour fusionner les choses, tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, et surtout dans les communautés non urbaines qui ont des enjeux très, très difficiles pour les femmes dans ces situations que l'on doit aborder à travers la prestation, bien évidemment, de services pour leur sécurité et leur soutien. Et j'apprécie vraiment que vous ayez donné de la signification, même au niveau théorique, pour mieux comprendre. J'aime l'idée de l'intersectionnalité géographique comme facteur. Donc, je vais utiliser cela pour passer à présenter le docteur Jacqueline Holler, qui va faire la prochaine présentation qui s'appelle La violence, la mobilité et les services dans le nord de la Colombie-Britannique, comment engager la communauté à travers Northern Fire. Et le docteur Holler est professeur d'études sur le genre et l'histoire et coordonnatrice des études sur les femmes et le genre à l'Université du nord de la Colombie-Britannique à Prince-Georges. Et elle est membre de l'équipe de direction de l'Institut féministe du Nord pour la recherche et l'évaluation. Ça s'appelle Northern Fire en anglais, et qui héberge le réseau Women North Network qui relie des femmes et des organismes d'à travers le nord de la Colombie-Britannique. Alors, le docteur Holler, je vous passe le micro. Merci beaucoup, Margaret, pour cette présentation. Je vais montrer tout simplement ma présentation maintenant. Et vous me faites savoir si vous pouvez voir ma présentation, OK? Oui, nous pouvons la voir. OK, parfait. Merci beaucoup alors. Donc, merci à tout le monde. Comme Margaret l'a dit, je suis membre de l'équipe de direction de Northern Fire et ma présentation d'aujourd'hui a comme objectif de voir comment on s'implique avec la communauté pour aborder les différents enjeux du nord de la Colombie-Britannique, surtout en ce qui concerne la violence fondée sur le genre dans la région du nord. Donc, voici ma présentation. Ce n'est pas un seul projet, mais je vais parler, oui, de notre projet d'autostop en ce qui concerne la mobilité, qui est un enjeu très important quand on aborde la violence dans la région. Je voudrais commencer par déclarer respectueusement que j'habite et je travaille sur le territoire traditionnel de la Première Nation, les Cliténés, où les deux rivières se rencontrent, cela veut dire, et c'est dans la confluence de la rivière Fraser et Chaco, et pendant des milliers d'années, ceci a été l'épicentre du foyer Les Cliténés. Je suis très reconnaissante d'être ici. Je veux reconnaître aussi le financement tout d'abord du gouvernement de la Colombie-Britannique, du Centre national de collaboration pour la santé des Autochtones et
aussi le Conseil de recherche en sciences humaines et je ne voudrais pas oublier de remercier les personnes et les nations autochtones d'à travers la Colombie-Britannique qui ont participé à ma recherche d'autostop. Musicho à tous et toutes. Et je pense, vous savez qu'on a un public national et je pense que ça serait probablement pertinent de commencer par parler de la Colombie-Britannique et du nord de la Colombie-Britannique spécifiquement. Quand je travaille, plutôt je voyage à travers le Canada, voici la Colombie-Britannique que les gens ont en tête. Par exemple, à Ottawa, en hiver, les gens disent « Oh, vous devez prouver que Ottawa, il fait très froid à Ottawa probablement ». Parce qu'ils pensent en fait au sud de la Colombie-Britannique, Vancouver, Victoria, la vallée de l'Okanagan. Donc, c'est la Colombie-Britannique que beaucoup de gens ont en tête, mais il existe une autre Colombie-Britannique. En fait, la Colombie-Britannique est énorme, plus de 900 000 km² comme superficie. C'est un tout petit peu plus petit que la France et la Pologne ensemble. Et au sein de ces frontières vivent plus de 5 millions de personnes. Donc, vous savez, c'est assez peuplé comme province, mais côté norme mondiale, on n'a pas beaucoup de population. Maintenant, le sud de la Colombie-Britannique est à peu près 40% du territoire de la province, mais contient à peu près 95% de sa population. Donc, si j'étais pédante, je pourrais dire que le nord de la Colombie-Britannique est un territoire de la taille de la France, mais à peu près un quart de pourcentage de la population de la France dans cette région. Donc, ceci vraiment façonne la nature de la vie dans cette région. Donc, voici le nord de la Colombie-Britannique et sa superficie générale. Donc, le nord de la Colombie-Britannique a plusieurs traits, y compris sa population, sa taille, sa météo difficile si on le compare au sud de la Colombie-Britannique, les écosystèmes surtout boréaux, des populations nombreuses, beaucoup de mammifères et on a une masculinité relative et une population autochtone élargie. Donc, c'est là où je suis située. Ça n'a pas l'aspect que l'on voit ici. Maintenant, on n'a pas beaucoup de vert. Là, je ne sais pas où c'est parti, mais ça, c'était Prince George en Colombie-Britannique qui est la porte vers le nord. Et vous le voyez ici comme un point rouge sur la carte de la Colombie-Britannique. Donc, j'ai mentionné que la densité de la population du nord de la Colombie-Britannique est plus réduite, vous le voyez dans la carte, et j'ai mentionné aussi que le nord de la Colombie-Britannique a une masculinité accrue. Donc, c'est genré de façon différente. Le nord de la Colombie-Britannique comme région, comme vous pouvez le voir dans la carte du côté droit, est plus masculine que le reste de la province et on a des implications que l'on peut considérer. Maintenant, je n'ai pas de carte, on n'a pas vraiment une bonne carte de l'indigénéité en Colombie-Britannique, mais en général, le nord de la Colombie-Britannique est beaucoup plus autochtone. Dans quelques régions, par exemple, la côte du Nord, 60% autochtones et la proportion la plus basse de peuples autochtones est dans la région de Caribou, ce qui est encore plus élevé que la moyenne provinciale. Donc, voici des façons par lesquelles le nord de la Colombie-Britannique est différent. Maintenant, Northern Fire a été créé pour aborder les réalités septentrionales pour les femmes. Donc, il s'agit d'un institut de recherche indépendant à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Comme on vous l'a déjà dit, je suis une partie de l'équipe de direction, vous le voyez ici. Et ceci a un mandat et une mission dans les domaines de la recherche, la défense des droits et la transmission des connaissances. Donc, on est vraiment impliqué à des projets multiples et on est axé vraiment sur le côté communautaire. Bon, l'historique et le mandat, je ne vais pas trop en parler, c'est résumé ici. Northern Fire a un long historique depuis l'établissement de Northern Fire comme secrétariat du Centre d'excellence de la Colombie-Britannique pour la santé des femmes, mais de
puis le 2001, c'est indépendant et c'est axé sur la connexion entre les femmes et les collectivités. La partie centrale est le projet Women North, qui a déjà plus de 2 décennies, qui a créé le Women North Network, le réseau Women North, comme résultat final, parce que qu'on a trouvé à l'époque, c'est que les facteurs septentrionaux affectaient la santé des femmes et étaient surpassés par l'isolement important que sont les femmes dans cette région. Alors, ça, c'est Northern Fire. Voici quelques-uns des projets passés et actuels. Je ne vais pas tous les mentionner, excepté que je vais dire que pendant la dernière décennie, on a été axé de plus en plus vers l'intérêt à souligner et aborder la violence comme un enjeu de santé important pour les femmes du Nord. Et notre projet le plus récent est notre partenariat en connexion avec les services aux femmes et le dépistage environnemental pour la prévention des filles et femmes disparues et assassinées. C'est comme ça qu'on aborde la violence dans le Nord. Donc, la violence au nord de la Colombie-Britannique est une réalité bien établie. La relation entre le nord de la Colombie-Britannique et la violence est établie au Canada et au niveau mondial, surtout à cause du fait qu'on connaît très bien l'autoroute des larmes, Highway of Tears, qu'on mentionne beaucoup dernièrement. Ceci a attiré l'attention mondiale à la région. Comme vous voyez ici, le New York Times a attiré l'attention avec ses articles là-dessus, et aussi les femmes et les filles disparues et assassinées. Donc, le stéréotype de la région comme région de violence est bien établi, non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Et dans une grande mesure, le stéréotype du nord de la Colombie-Britannique est appuyé par la statistique. Donc, les taux de crime sont plus élevés dans la région. Comme vous voyez ici, la moyenne de la Colombie-Britannique est indiquée au bas en noir et les différents districts régionaux du nord de la Colombie-Britannique sont représentés en rose dessus. Donc, voici les infractions du code criminel, et quand on passe au taux de crimes violents, on voit que le nord de la Colombie-Britannique est au-delà de la moyenne, et j'ai ajouté Vancouver, le Grand Vancouver, parce que le Grand Vancouver est très inquiet en ce moment concernant le crime violent, mais comme vous pouvez le voir ici, les infractions violentes au nord sont encore plus élevées que le crime violent au Grand Vancouver. Je ne sais pas si cette question a été posée pour moi, mais on va partager le PowerPoint en ce qui me concerne. Donc, voici les taux de crimes violents. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec ma présentation, je suis désolée, mais ça a bougé tout seul et c'est très difficile de reculer, je vois. Voilà. Je n'ai pas les données de 2021 concernant les taux d'agression sexuelle au Nord, parce que le rapport du ministère de l'année dernière n'a pas séparé les agressions sexuelles. Mais ces données relatives à 2010 jusqu'en 2015, donc ce n'est pas quelque chose d'annuel, mais c'est pour une période de 5 ans, cette période démontre la différence entre les communautés méridionales et septentrionales. Et ce que je veux faire avec cela, c'est de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une différence entre le côté rural et le côté urbain, parce qu'on a de petites communautés comme Campbell River, Merritt et Nelson dans ce graphique. Et ce que cela montre, c'est que les communautés du Nord, n'importe la taille, ont beaucoup plus d'agressions sexuelles signalées à la police. Et quand on passe à toute la violence faite aux femmes au nord, on voit le même genre de choses. Encore une fois, j'ai inclus des communautés du sud comme Summerland et l'île Salt Spring et Nanaimo, qui est généralement considérée comme quelque chose de dur en Colombie-Britannique, et Merritt, mais quand on voit les communautés du Nord, on voit que la violence faite aux femmes signalée à la police est plus élevée dans la région. Alors, voici donc le contexte. Non, cela en tête comme contexte de la région et sa différence avec le sud de la Colombie-Britannique. Je veux parler maintenant de la mobilité, ce qui est très différent, encore une fois, du sud. D'abord, remarquez que cette ample région
et 13 000 km de Prince George jusqu'à la frontière avec le Yukon, cette ample région est desservie par très peu de routes. Il n'y a pas beaucoup de routes à cause de la géographie de la région, ce qui fait une énorme différence par rapport à pouvoir bouger et aller d'un lieu à un autre. Nous savons de 2 décennies maintenant de recherche que la mobilité est liée au genre et que ces deux traits, le genre et la mobilité, sont en interaction avec la violence fondée sur le genre et la demande d'aide. On sait qu'il y a des différences dans l'utilisation des transports en commun, de propriété de voitures, accès et utilisation. On sait qu'il y a une différence entre les passagers et les conducteurs, qui marche, qui ne marche pas, et comment les difficultés de transport affectent les femmes et les hommes de façon différente. Il est clair que la violence et la crainte de la violence peuvent être un obstacle à la mobilité des femmes de façon importante, et quand on pense à chercher des services et à fuir la violence, ceci devient un enjeu vraiment important. Nous savons aussi que les Canadiens autochtones sont différents en ce qui concerne la mobilité. Ils sont plus mobiles, ils subissent davantage de distanciation spatiale des services si on les compare aux Canadiens non autochtones. On sait que les femmes autochtones sont particulièrement mobiles et sont plus susceptibles à vivre hors réserve et avoir davantage de besoins de transport. On sait que les personnes autochtones ont 2 fois plus de possibilités de subir des accidents que les autres Canadiens. Et on sait que les jeunes autochtones sont plus mobiles que les jeunes non autochtones et que les peuples autochtones, les personnes autochtones plus aînées. Ce qui est spécial est que maintes fois, on voit la mobilité des autochtones comme étant quelque chose d'illégal. Donc, on peut analyser la mobilité de différentes façons. Et quand on regarde le nord de la Colombie-Britannique, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il s'agit d'une région d'automobilité, c'est-à-dire que la mobilité dans la région dépend fortement d'avoir des automobiles. Et le manque de transport en commun dans la région limite l'accès aux services et augmente les vulnérabilités à la violence. Et cette citation que vous voyez ici, je pense, est un résumé excellent de ce que cela veut dire que de devoir dépendre d'autres personnes qui puissent vous mener quelque part quand vous n'avez pas de voiture. Donc ça, c'est une participante autochtone qui dit, bon, ben, il y a un bus, mais c'est trop cher. Et quand on a fait cette entrevue, il y avait encore le bus de Greyhound, mais elle parle aussi des licences de conduite, d'assurance pour les voitures et de la distance du village. 1 heure, ce n'est pas terrible dans notre région, mais ce que cela veut dire, c'est que si quelqu'un vous emmène dans sa voiture, il faut mettre ensemble tous vos voyages et plutôt toutes vos choses à faire et les faire en une seule fois. C'est quelque chose de très typique de la mobilité dans cette région. Donc, l'étude d'autostop de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique entre 2012 et 2017 voulait voir la différence, la connexion plutôt entre l'auto stop et la violence est très connectée au symposium concernant l'autoroute des larmes et ses résultats. On devrait souligner ici, chaque fois que j'en parle, je souligne que ce n'est pas un outil pour résoudre les crimes, mais plutôt un outil pour la prévention, le transport, la sécurité et la compréhension. Alors, la collecte de données pour cette étude a inclus une composante fondée sur le GPS pour localiser et pour faire une carte d'autostop, un sondage, une entrevue, une collecte d'informations anonymes et des études des médias à Prince George seulement, à Prince George. Désolée, je clique le plus possible, mais parfois, mes diapos n'avancent pas. OK, alors, nous avons beaucoup de résultats. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de parler de tous les résultats, mais je voudrais me concentrer surtout à quelques thèmes clés concernant le danger et la sécurité. Donc, les autoroutes au nord ont surgi comme espace de danger dans notre étude. Les autostoppeurs parle de la distance géographique, du besoin et du danger pour les hommes
et la vie sauvage, et même les participants avec beaucoup d'expérience ont souligné ces dangers. Donc, Jake, qui est un homme autochtone de 33 ans, a fait une joke. Il a dit qu'il voudrait savoir que si on le trouvait mort au nord, que les gens sachent qui il est. Parce qu'il dit, ben oui, c'est comme ça que ça se passe au nord, c'est l'autoroute des larmes. Céline, hein, une femme non autochtone de 37 ans, a parlé de comment elle a fait l'autostop partout au Canada, mais elle n'est pas allée très au nord à cause des enjeux de sécurité. Et Céleste, une femme autochtone du Sud qui a dû voyager au nord, a dit qu'une amie lui a dit, tu ne peux pas aller par là parce qu'il faut que tu passes par cette autoroute. Et Sandra, qui habite au nord, souligne les dangers du transport dans la région, la météo, la vie sauvage, le manque d'infrastructures, l'Internet, le service pour le cellulaire et les autoroutes même. Maintenant, les rencontres avec la vie sauvage ont précipité beaucoup de craintes parmi les participantes. Lénore, une femme autochtone de 31 ans, a en fait décrit comment elle a échappé de la voiture d'un agresseur. Elle est partie dans la forêt, elle s'est cachée pendant des heures, mais quand elle a finalement pensé que c'était sécuritaire de sortir, elle a découvert qu'il y avait un ours qui la suivait et elle décrit ici que c'était très effrayant. Éventuellement, l'ours a terminé par être moins effrayant que l'homme qui l'a emmené dans sa voiture et elle a pu échapper finalement à cet incident. Maintenant, les espaces, les économies et les sociétés masculines du nord de la Colombie-Britannique ont apparu dans beaucoup de récits comme source de crainte, tant pour les hommes et les femmes autostoppeurs et autostoppeuses. Donc, ces deux citations viennent d'autostoppeurs hommes. Alors, Bradley, qui en fait était un autostoppeur du Sud qui avait pris un voyage au nord, a mentionné que les monster stroke passaient rapidement parce qu'il sentait que les conducteurs se sentaient supérieurs à cause de leurs revenus que ceux qui n'avaient pas de véhicule. Et en bas, Andrew, un homme de Première Nation de 25 ans, a dit qu'il a maîtrisé sa crainte quand deux hommes couverts de sang lui ont permis de faire l'autostop. Donc, on a la sèche, la pêche, la propriété des armes à feu compliquent le transport dans la région et sans doute jouent un rôle dans la perception de la sécurité. On devrait mentionner qu'un autre aspect des masculinités du Nord est qu'on a une brèche salariale plus élargie entre les hommes et les femmes dans le nord de la Colombie-Britannique à cause de l'extraction des ressources et les femmes qui participent moins dans ce secteur et ce que cela mène par rapport à la violence. Maintenant, les conducteurs de grands routiers ont surgi dans notre recherche comme un trait important des récits du Nord. Pour les femmes qui cherchent du transport à travers l'autostop, il y avait une crainte particulière par rapport aux conducteurs de grands routiers. Célina, une femme autochtone, a décrit ici comment elle était très effrayée à cause de son expérience dans les voyages. Une autre femme qui a complété un questionnaire en ligne a décrit être enlevée par un camionneur au nord de la Colombie-Britannique et après, au sud, elle a échappé. Et une autre personne du nord a décrit comment elle est partie de la cabine du camionneur parce qu'elle ne il ne la laissait pas partir et elle a subi des lésions pendant cet incident. Très peu de participants ont parlé de craintes fondées sur la race, mais ce qu'on entend a à voir avec le nord de la Colombie-Britannique. Dave, un homme autochtone des Premières Nations de 33 ans, a parlé des tensions causées par l'extraction des ressources et le fait que les communautés autochtones ont les pipelines maintenant et sont les premiers en ligne pour des emplois en ce moment. Et Richard, qui est un autostoppeur du Sud, a décrit un voyage dans le Nord. C'est un conducteur qui l'a récupéré, qui lui a dit, tu sais pourquoi je te récupère? Parce que tu es blanc, parce que tu es caucasien. Donc, c'est clair que la race joue un rôle dans l'hostilité parfois, quoique ce ne fut pas un thème très fort dans nos entrevues. Et l'un des thèmes clés de notre recherche a été de trouver que l'autostop
commence tôt. Les participants ont commencé à le faire quand ils étaient des ados et ceci fut particulièrement vrai pour les autostoppeurs autochtones de nos études. Donc, quand on pense à l'autostop au nord et on pense à la géographie, une population très pas nombreuse, alors c'est intéressant de voir les ados qui font l'autostop et les raisons impliquent les choses communes. Et il y a parmi d'autres les facteurs de s'éloigner de chez eux, de situations problématiques au foyer. Donc, quand on pense aux différences entre le Nord et le Sud, j'ai souligné quelques-unes des statistiques, mais les autostoppeurs nous ont dit que c'était différent aussi. Donc, on entend parler des agressions sexuelles, mais moi, je pense que la géographie les facilite. On a entendu oui, sur davantage de racisme au nord. Et on a aussi entendu sur la crainte et la vulnérabilité d'être tout simplement sur une autoroute entre deux points très distants. Et je devrais souligner qu'il existe des parties de l'autoroute où on n'a pas de communauté pendant des centaines de kilomètres. Donc, le nord est une zone de crainte et de vulnérabilité quand il s'agit de mobilité et de transport. Et quand on pense à chercher des services, ceci est essentiel parce que les services sont concentrés à Prince-Georges encore, 1300 km du Yukon, 800 km de Prince-Rupert. Alors, quelques changements ont été faits récemment pour aborder ces choses. Deux gouvernements ont déployé des services de bus entre 2016 et 2018, d'abord pour l'autoroute 16 et maintenant pour d'autres routes aussi. Donc, BC Transit a commencé à offrir du transport sur l'autoroute des Larmes en 2016 et un service élargi a été lancé pour le Nord en 2018. Et ces services de bus ont de l'autostop limité au nord de Prince-Georges, mais n'ont certainement pas abordé tous les besoins de services et de transport de personnes au nord. Donc, le plan de 5 points qui a été introduit en 2016 était pour toute une série de choses, y compris l'élargissement du transport en commun, mais aussi des bourses communautaires, l'éducation des conducteurs des Premières Nations, l'infrastructure des autoroutes, la couverture cellulaire. On a fait des progrès concernant le premier point, mais on a tellement de choses à faire, surtout concernant la couverture du cellulaire et le Wi-Fi. Il y a tellement de régions qui n'ont pas de couverture de cellulaire ni de Wi-Fi. Donc, si vous partez de Prince-Georges, bientôt, vous n'avez plus de cellulaire. Donc, les gens qui conduisent, ils vous disent… on leur dit, je te prie de m'envoyer un texto avant de ne plus avoir de couverture. C'est problématique. Et la fréquence du transport est encore très inadéquate. Donc, en ce moment, je suis membre du comité de direction pour la Société de Colombie et Britannique pour les projets de logement de transition et surtout pour les femmes qui fuient de la violence. Mais l'on trouve que la fréquence du transport est difficile à comprendre et très difficile à gérer. Cela ne répond pas aux besoins. Et finalement, Northern Fire, comme je l'ai dit, a prêté de plus en plus d'attention à la violence, comme je l'ai déjà dit. Donc, à partir du 2018, on souligne la violence fondée sur le genre et l'interaction avec tous les thèmes, comme le transport. Et je vais mentionner dans un instant le logement. Donc, on a organisé plusieurs symposiums et chaque fois, on a la même rétroaction. Il faut des connexions pour surpasser l'isolement du Nord. À notre grande conférence en 2019, dont le sujet a été d'aborder la violence sexuelle et conjugale au nord de la Colombie-Britannique. On a parlé du fait qu'on ne sait même pas quelles ressources existent au nord. Donc, on a lancé, on vient bientôt lancer un guide de ressources fondé sur la recherche que l'on a faite au nord pour aborder les rétroactions consistantes qu'on a reçues par rapport à l'isolement et au manque de connexion parmi les fournisseurs de services et les femmes au Nord. Donc, on est en train vraiment d'essayer d'offrir une réaction partielle, un guichet unique, disons, qui regroupe tous les services communautaires et les contacts au sein de cette région massive. On voit ce guide comme étant un document vivant parce que ce qu'on a trouvé
arrivé quand on a fait la recherche, c'est que les agences viennent et s'en vont, etc. Et de nouvelles agences, de nouveaux programmes commencent de façon positive. Donc, nous espérons que cela soit partagé au niveau national avec notre site web et nous espérons au niveau de la défense des droits que ceci souligne les brèches massives au niveau régional par rapport aux services. Donc, voici quelques-uns des projets auxquels j'ai été impliquée et je vais terminer, mais nous voulons entendre vos questions et à Northern Fire, on répond à vos demandes et vous pouvez rejoindre le réseau Women North si vous voulez rester en contact avec le nord de la Colombie-Britannique. Je vais arrêter et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais dire aux personnes que nous allons avoir les questions. Et j'étais vraiment très impressionné par votre guide de ressources. C'est quelque chose qui serait vraiment très intéressant à faire passer. Je vous encourage d'établir justement un réseau de nouvelles pour les femmes en parlant de ces différents services. Par exemple, le Dr. Bader aussi en a parlé. Et aussi, ce serait bien de voir les différents points relevant de l'étude avec les autostoppeurs pour mieux comprendre ces réalités, les défis. Je n'avais jamais vraiment bien compris l'importance de l'autoroute dans un tel cas. Il était donc vraiment très intéressant que vous nous fassiez part de ces différents problèmes. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Nous allons voir s'il y a des questions ouvertes. En voici. Parfait. Jessica, est-ce que nous pourrions lire la question? Je vois que l'expérience des femmes immigrantes ne sont pas incluses dans les présentations et je me demandais si les présentatrices pourraient nous faire part de leurs réflexions pour les femmes immigrantes qui sont dans des zones non urbaines ou rurales, qui sont aussi isolées et qui sont en plus loin de leur pays d'origine. Dans ces cas-là, c'est très souvent plus simple d'immigrer dans des petites collectivités reculées et les communautés reculées font face à leurs propres profits. Problème plutôt avec les immigrants. Je sais que ceci n'est peut-être pas relatif au problème avec les autostoppeurs, mais je pensais que c'était quelque chose à prendre en compte. Je suis ravi de répondre. Si Daniel ne veut pas répondre en première. Concernant le projet d'autostoppeur, nous avions en fait 5% des participantes qui se sont identifiées en tant que femmes non canadiennes ou des femmes non autochtones, des femmes non qui n'étaient pas autochtones canadiennes. Donc, en fait, elles s'identifient autres. Cela veut dire, en fait, c'est la liste des possibilités est vraiment longue. De ce fait, nous avions donc bien des femmes immigrantes qui ont participé à cette étude. Et il y a un nombre important dans le nord de la Colombie-Britannique, aussi dans les mines surtout. Et donc, il y a de ces personnes dans les communautés rurales. Ce n'était peut-être pas le thème principal dans la recherche sur les autostoppeurs. Pour les prestataires de services dans le Nord, c'est quelque chose dont j'ai parlé puisque souvent ils n'ont pas les ressources pour offrir des services en plusieurs langues, surtout quand vous avez des immigrants d'origine multiple dans une petite collectivité. Quelquefois, il n'est pas possible de fournir le service dans une autre langue. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, mais c'est un problème vraiment brûlant. Quant à moi, l'essentiel n'était pas d'avoir des entretiens avec des femmes immigrantes. Il y avait plusieurs raisons. C'est peut-être aussi mes craintes de connecter avec ces collectivités.
et aussi pour comprendre les craintes d'accéder aux services en fonction de leur statut social. Donc, il y a peut-être des déconnexions entre les services et les femmes immigrantes dans les collectivités. C'était une raison principale. Et aussi, il me fallait trouver quelqu'un qui serait à l'aise de divulguer ce qui lui était arrivé, que nous puissions bien nous comprendre au niveau des langues et de voir concernant la violence par rapport à une relation de confiance, que nous ayons la même compréhension. C'était seulement une question d'être à l'aise pour aller trouver ces personnes, mais je pense que l'éducation est vraiment important puisque très souvent les femmes se disent: «Oh, on va prendre mes enfants, nous allons être déportés». Donc, il y a vraiment beaucoup de terreur d'accéder les services et ceci reflète les personnes qui utilisent ces services justement dans les communautés non urbaines. Merci, merci. Oui. Une autre question? Merci beaucoup pour cette présentation. Voici une question pour le docteur Bader. Je me demande si les participantes ont parlé des animaux de compagnie et des problèmes avec cela quand elles recherchent un lieu où elles peuvent être en sécurité. C'est une excellente question. C'est une question que je pensais pousser un petit peu. J'ai parlé à certaines femmes qui étaient propriétaires de fermes. C'était mon souhait, mais je n'y ai pas réussi. Bien sûr, la dynamique est vraiment unique, hein. C'est une façon Mmh, pour les abuseurs, d'empêcher les femmes de partir puisqu'elles ne peuvent abandonner leur femme. C'est un petit peu différent des animaux de compagnie. Quand je pense à ceci, la question n'est pas sortie quand j'ai parlé avec, ces femmes. Je, soupçonnais que certaines personnes avaient des animaux de compagnie et qu'elles se sont débrouillées pour les prendre avec eux, avec elles plutôt. Ce n'est pas une question qui soit vraiment ressortie quand j'ai eu des entretiens avec ces femmes. De toute évidence, c'est important à prendre en considération à l'avenir afin de mieux comprendre les besoins et pour garder ces femmes en sécurité. Cette question est vraiment une très, très bonne question pour un contexte pour le nord de la Colombie-Britannique. Quand il y a des logements pour des animaux, c'est toujours pour des petits animaux, mais vous savez exactement dans un contexte rural, les animaux sont souvent plus sont certainement beaucoup plus gros, donc est-ce que vous laisseriez votre, cheval ou les animaux de la ferme quand vous quittez l'abuseur? C'est une question donc absolument essentielle. Oui, nous allons peut-être, explorer cette question un petit peu avec le docteur Stevenson. J'en ai une ici, dans l'intérim. En attendant, plutôt, je vais poser cette question à la docteur Bader. Alors qu'il y a les lueurs nordiques, est-ce que vous pensez que certains des éléments doivent être mis en place dans les communautés nordiques? Est-ce que nous devrions organiser quelque chose de la sorte? Un réseau, c'est du réseau dont je voulais parler. Ce qui serait intéressant, je pense, serait, et les leçons que j'ai tirées de mon travail et de cette thèse, est que ces collectivités sont uniques. Donc, comment est-ce qu'elle pourra collaborer et s'associer alors que quelquefois ou assez souvent, elle travaille en concurrence? J'étais plutôt anxieuse de me rendre dans ces collectivités puisque je n'en fais pas partie. Je pose des questions à des femmes, je leur parle d'un sujet très sensible. Je me sentais mal à l'aise de ne pas être de la communauté, mais en finale, c'était plutôt positif. Donc, je me demande si elles ont tendance plus à s'ouvrir aux personnes qui n'appartiennent pas à la collectivité, qui peuvent les aider d'une façon ou d'une autre. Bon,
ce qui est ressorti pour moi de ces informations, séances d'information, c'est les femmes étaient là pour la même raison, elles se soutenaient. Donc j'ai vraiment vu qu'il y avait un besoin de soutien social pour ces femmes. Je ne sais pas si nous pourrions lancer quelque chose d'assez similaire à cela. Je n'en suis pas certaine. C'est une question vraiment très intéressante. On pourrait peut-être envoyer le guide de ressources de façon plus large. J'ai reçu certaines réponses. Ah, il y a des ressources locales. Ah, de toute façon, il n'y a rien dans la collectivité. Je n'en ai pas besoin. Elles ont l'impression qu'il n'y a personne qu'elles peuvent contacter pour obtenir de l'aide et qu'elles n'ont nulle part où aller. Je pense qu'il faut en faire plus. Elles doivent pouvoir percevoir des avantages vraiment directs, peu importe quel soit le réseau mis en place. Je me demande s'il y a une différence importante entre les différents contextes. Les personnes dans le nord de la Colombie-Britannique, ils ont l'habitude d'être mobiles, ils ont l'habitude d'aller faire leurs courses d'épicerie et de parcourir de longues distances. Donc peut-être que c'est quelque chose que nous pourrions fournir qui ferait une différence, puisqu'ils ont déjà l'habitude de rouler sur de grandes distances pour accéder à quelque chose, à partir du moment où ils peuvent avoir un moyen de transport pour se rendre à ces services. C'est peut-être conjecture pleine d'espoir de ma part, mais concernant le fait de faire de l'autostop, c'était justement pour se rendre à différents services et même accéder des services de logement, par exemple. Le transport, je pense, maintenant que cela existe, il y a beaucoup de gens qui s'en servent, mais peut-être que cela ne semble pas logique dans d'autres régions. Alors, vous avez mentionné, Jacqueline, une réalité, c'est-à-dire que les services Greyhound ne sont plus disponibles. Est-ce que ceci a eu des répercussions à l'époque? Je pensais seulement que ces services ont été réduits, ou c'est ce que je pensais, puisque en finale, nous nous retrouvons avec ces défis pour prendre l'autoroute pour ces femmes. Oui, il n'y a pas beaucoup de bus. Ah oui, pour le Canada rural, c'était vraiment un gros problème, Greyhound, mais souvent c'était aussi trop coûteux. Il est moins cher dans le nord de la Colombie-Britannique. En revanche, Greyhound avait un service plus fréquent, donc ce serait bien d'obtenir des services subventionnés afin que la fréquence des bus dans le nord de la Colombie-Britannique soit accrue. Maintenant, on peut les prédire, mais ils ne sont vraiment pas fréquents, donc il faut vraiment planifier et on se casse la tête pour prévoir quand on va pouvoir partir ou revenir. On se dit là, celui-ci, il part le mardi, il revient le vendredi, et puis celui-ci, il revient mardi et il s'en va le dimanche. C'est vraiment complexe. Merci rapidement, Jacqueline. J'ai reçu une question de la part de quelqu'un qui doit partir tôt, mais qui voudrait bien l'avoir sur le rapport. Si vous pouvez parler de votre étude de globalisation, puisque ça les intéresse pour leur travail. Concernant un contexte international de la mobilité? Oui, c'est un élément contextuel. La mobilité géographique, c'est ce qui a dirigé en partie l'étude sur l'autostop, mais je pense que partout à l'international, il y a eu beaucoup d'intérêt au niveau de la mobilité en fonction des sexes. En Colombie-Britannique, je m'amusais un petit peu avec les données les plus récentes. Si vous considérez les différentes zones de compétences et que vous considérez les propriétaires de d'auto. Vous pourrez voir au niveau des répercussions sur les sexes les différents impacts de la vie. Donc, par exemple, on parlait de la culture. Dans ces cas-là,
Il y a très souvent, ce sont très souvent les hommes qui doivent faire des allers-retours importants pour se rendre au travail. Cela reflète un petit peu qui est sur l'autoroute. En Colombie-Britannique, ce sont très souvent les hommes qui conduisent et les femmes qui sont passagères quand ils se rendent au travail. Dans ce cas-là, les femmes sont souvent la passagère. Tous ces points ont des implications concernant la vulnérabilité et aussi d'avoir un sentiment de sécurité. Non seulement ça, mais d'être en sécurité. Donc, si vous conduisez votre voiture, vous êtes évidemment dans une position plus- vous serez plutôt en sécurité de façon relative par rapport à la violence. Vous êtes plus en sécurité que si vous êtes un passager alors que vous faites la navette pendant longtemps. Ces questions peuvent être considérées d'une façon internationale on considère que la mobilité des femmes est plus réduite et les rend plus vulnérables à la violence et aussi réduit leur possibilité d'accès aux services. Oui, merci. Alors, en fait, une autre question pour Daniel. Dans la même direction, et si l'on considère maintenant ta contribution théorique qui a été très intéressante, je me demandais tout simplement si tu as eu de l'adoption ou si tu as eu l'occasion de faire que ce modèle ait des résultats. Je n'ai pas trop fait avec ma dissertation en général. C'est quelque chose que je sais je dois faire, mais la vie a eu lieu, les choses sont devenues achalandées, mais c'est sans doute quelque chose que je vais faire l'effort de faire cette année. Mais il y a eu de l'intérêt, donc quelqu'un a été intéressé à convertir ma dissertation en un livre. Étant donné la contribution théorique et comprenant comment les théories vont ensemble et ce qui se passe dans les communautés rurales, mes examinateurs ont trouvé que c'était remarquable. Alors peut-être même un débriefage d'apprentissage avant le livre. Je sens que je devrais dire que non et cesser de dire que oui pour beaucoup de choses, mais oui, désolé, inaudible. Oui, on en parlera. Pas de pression du tout. OK. Est-ce que l'on a d'autres idées du point de vue de vous 2? Est-ce que vous voyez comment vous pourriez j'ai vu sans doute des choses en commun, hein, dans les 2 présentations. Que vous savez où cela pourrait aller ou est-ce que cela pourrait rejoindre vos propres, recherches et est-ce que vous avez des inquiétudes? Moi, certainement, je vois beaucoup de domaines de chevauchement. L'enjeu de la géographie émotionnelle a été considéré dans l'étude qui a été présentée au niveau international. Il y a un chevauchement, mais c'est si important aussi parce que les perceptions de sécurité et de danger sont très importantes pour les personnes mêmes, mais aussi pour la façon dans laquelle ils gèrent des situations, leur façon de chercher de l'aide, par exemple. Donc, au nord de la Colombie-Britannique, si les routes sont perçues comme zone de danger, et une zone est considérée plus sécuritaire, alors ça fera une différence par rapport à faire quelque chose concernant de la violence qui a lieu dans cette région. Donc, c'est essentiel de le comprendre et j'ai vraiment écouté, fasciné cette composante de la présentation. Tout ce que tu as présenté, Daniel, ce fut merveilleux. Merci. Oui, j'ai trouvé que ce fut fascinant d'entendre comment dans ton travail, il y a un chevauchement en thème et le transport fut un enjeu pour les 2 communautés et absolument, qu'est-ce que cela veut dire, du point de vue de penser à ces femmes qui reçoivent de l'assistance sociale?
du soutien pour les handicapés et si on a très peu d'argent tout simplement parce qu'on reste dans un abri, combien d'argent reste pour le reste du mois? Donc les femmes sont dans une situation où elles ne peuvent pas aller de l'avant. Et alors qu'est-ce qu'elles sont supposées de faire, n'est-ce pas? On voit beaucoup de femmes qui rentrent et sortent des abris, les mêmes femmes, et les options sont limitées. Et même pour moi, hein, pendant les entrevues, on se sent impuissant, on ne sait pas quoi faire. Et l'on voit les fournisseurs de services qui travaillent toute la journée, essayant de faire ce qu'ils peuvent de la meilleure façon possible. Et ils ont maximisé ce qu'ils peuvent faire aussi. Exactement, absolument. Et on n'a pas trop parlé du logement, mais c'est déjà un problème malveillant et la situation du logement a rendu les choses bien pires à travers le pays. En fait, on aura un congrès le 3 mars axé sur le logement, le sans-abrisme et le transport et comment ces choses ont une incidence sur la vulnérabilité des femmes au Nord. C'est intéressant parce qu'il existe cette perception commune ou si on déménage vers le nord, ce n'est pas coûteux si on vit dans la ville. Mais quand on pense aux communautés, on a ces industries dominantes qui attirent ces travailleurs à salaire élevé. Ce n'est pas le cas. Il existe de la discrimination autour des revenus faibles. On ne veut pas parler de la violence, de la toxicomanie, de ces enjeux. Et les personnes à revenus faibles ne peuvent pas louer des propriétés. Et ceci ajoute à la complexité de la situation élargie. Absolument. C'est devenu coutumier ici qu'on voit des pubs sur Facebook qui disent quelque chose comme je suis quelqu'un qui travaille à la pipeline, je vais payer 2 000 $ par mois et vous ne devez même pas me voir. Et quand on pense à une femme monoparentale et ses enfants, elles euh, euh, veulent payer 1 200 par mois. Hein. Je préfère cela à un homme que vous ne verrez jamais qui va me payer 2 000 $. C'est un grand défi, c'est certain. D'autres questions? Il y a une autre chose qui a surgi. Plusieurs personnes qui travaillent au service juridique locaux ont voulu participer au webinaire, mais avaient des problèmes. Donc, les personnes veulent l'enregistrement. Donc, je vais poser une question relative à leur travail en leur nom. Si l'on regarde ceci dans le contexte des soutiens et des services juridiques pour les survivants, pour celles qui vivent dans les communautés rurales éloignées et septentrionales et qui sont en contact peut-être avec le système formel, est-ce que vous avez des recommandations pour obtenir de meilleurs soutiens juridiques et l'accès à ce genre de choses? Je peux parler là-dessus. Il existe un projet en Colombie-Britannique axé précisément à cela, augmenter l'accès aux services juridiques pour les femmes, surtout dans les contextes ruraux et septentrionaux. La seule chose que je vais dire là-dessus, c'est que la couverture cellulaire et l'accès au Wi-Fi est un enjeu énorme quand on fournit des services à distance de ce genre. Donc, il y a un problème d'infrastructure. Les services juridiques ne peuvent pas le faire, mais du point de vue de l'aide, de la défense des droits, on peut le faire. Si on veut que les femmes puissent utiliser les services en ligne, il faut les mettre en ligne. Et dans le Nord, dans ma région, ce n'est pas possible. On peut vérifier les courriels en ligne, mais on ne pourrait pas faire quelque chose comme on fait maintenant parce que la connexion ne va pas le soutenir. Donc, l'infrastructure est essentielle. J'hésitais à cette question parce que je sais
qu'on a de la formation concernant la violence conjugale pour les juges, etc. Mais nous voyons que ce problème a été documenté pendant des décennies par rapport aux réactions qu'on voit des communautés, de la police, des juges de paix. C'est encore la même mentalité. On blâme les femmes. Les agresseurs ne sont pas tenus imputables. Donc, il s'agit de vraiment comprendre la dynamique de ce qui se passe et comment cela a une incidence sur la vie quotidienne. Une femme avec laquelle j'ai parlé a dit qu'elle est partie au tribunal et on lui a dit, ah, ton dossier est grand comme cela. Et elle a dit, oui, je sais, j'ai vécu chacune de ces pages. Je n'en ai pas seulement lu 2 d'entre elles, donc on ne prend pas en compte les réalités de la vie quotidienne de ces femmes et on leur donne une gifle, en fait, comme cela. Donc, il faut apprécier comment cette interaction aura une incidence sur la femme en allant de l'avant. Et nous savons que ça prend des temps multiples pour qu'une femme laisse le partenaire, si elle détermine de le faire comme action. Donc, pensez à leur action et leur interaction et comment cela aura une incidence sur ces femmes en allant de l'avant. C'est essentiel, absolument. Si je puis ajouter une chose de plus, je pense aussi qu'il existe un manque d'attention continue à l'agression non physique. Et les femmes même savent qu'elles comprennent comment les choses affectent les femmes côté contrôle. Parce que maintes fois, on leur demande, est-ce qu'il te bat? Et si on ne peut pas surpasser cet obstacle, personne ne va se passer. Cela met les femmes à grand risque quand elles signalent l'incident. Exactement. Ça m'a l'air connu même ici. Mais oui, je comprends ce que tu es en train de dire. C'est incroyable. Le manque d'attention à ces dynamiques de contrôle. OK. Je pense que peut-être nous devrions faire la clôture de cet événement maintenant. Mais je veux quand même remercier toutes nos présentatrices fascinantes, si bien présentées. Je sais que cela va être utile en ce qui concerne la distribution de ce que vous avez fait ici aujourd'hui, possiblement, et dans l'avenir aussi. Donc, je veux vous remercier énormément pour avoir pris votre temps et pour l'effort que vous avez fait pour pour faire ces présentations. Elles auront une incidence que nous espérons. Je devrais aussi remercier nos interprètes, Sandra et Violaine Tourny, et aussi notre coordonnatrice d'événements, Amanda, et finalement, et très essentiellement, Sarah et Abdoul. Donc, sur ce, je pense qu'on va faire la clôture, à moins qu'on ait d'autres commentaires de clôture de la part de nos présentatrices. Je voudrais seulement dire merci beaucoup d'avoir organisé tout cela. Merci aux interprètes aussi. Je leur ai donné beaucoup de travail, je suis sûre, mais c'est un honneur, donc merci beaucoup. OK, très bien. OK, bien. Alors, on va pousser le bouton de ce côté-ci. Merci beaucoup.